Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, monsieur Bathio Bassière, ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, mais également vice-président de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, l'UNIR-PS. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. Alors, monsieur le ministre, un coup d'œil sur votre CV nous permet de nous rendre compte que vous êtes titulaire d'un baccalauréat série C obtenu au lycée Bogodogo, c'est en 1987, et cela après votre école primaire à l'école de Tenado de 1972 à 1979, sanctionné par le CEPE et des études secondaires qui vont vous conduire au lycée Montaigne de Ouagadougou, au lycée Diaba Lompo de Fadam-Gourma et au lycée Bogodogo entre 1979 et 1987. Donc, déjà à ce niveau, monsieur le ministre, ce qu'on remarque, c'est que, en tout cas, ce parcours n'est pas un modèle de stabilité. De Tenado à Ouagadougou, à Fadam-Gourma, retour à Ouagadougou. Alors, expliquez-nous ce parcours. Merci. Je voudrais d'abord, à l'entame de cette émission, m'incliner sur la mémoire de tous les Burkinabés tombés sous les balles assassines des terroristes et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Revenant à la question, c'est vrai, j'ai quand même débuté à Thio, le village précisément Thio, dans la commune de Tenado, où quand même j'ai fait le scolaire, le primaire, et après le CEP, vous savez, à son temps, il fallait trouver, en tout cas maintenant, un point de chute. Ma chance, j'avais mon grand frère qui était déjà cadre à la BIB, et comme tout grand frère a voulu sauver à mon secours, qui m'a amené avec lui à Ouaga, où il m'a inscrit au lycée Montaigne. Au lycée Montaigne, j'ai eu un parcours brillant, j'ai obtenu le BPC et l'entrée en seconde, avec l'entrée en seconde, donc l'affectation liée à l'entrée en seconde m'a ramené au lycée Diaba Lompo de Fada. Au lycée Diaba Lompo, on était là pratiquement la deuxième promotion parce que c'était un CG. Ils venaient juste de transformer le CG en lycée. Donc également avec l'ouverture d'une série C, mais la difficulté c'est qu'il n'y avait pas de professeur à la hauteur quand même d'une série C. Donc c'est qu'on était 7 en classe, ce qui a nécessité notre retour à Ouagadougou, la moitié au lycée Bogodougou et l'autre moitié au lycée Zenda. Voilà les raisons qui m'ont quand même amené. Est-ce que ça n'a pas perturbé C'est normal parce que quand vous prenez déjà, on a perdu une année de FADA au lycée Bogodougou, on avait déjà perdu une année puisque nous sommes allés au bac au lycée Diaba Lompo, on a pratiquement tous échoué parce qu'on n'avait pas le niveau. Donc le retour encore à Ouaga, il fallait s'adapter avec les conditions de Ouaga pour pouvoir y arriver. Donc ça a eu un effet, en tout cas un impact sur normalement le déroulement normal de mon circuit scolaire. En fait, à cette époque, ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y avait pas d'enseignants vraiment pour dispenser des cours à la hauteur de ce que cette filière exigeait. Exact, parce qu'on était confronté à un professeur de maths, également un professeur de physique. Donc c'est les mêmes professeurs qui donnaient les cours au CG, qui étaient restés pour nous encadrer également, nous encadrer du moins pour la série C. Et donc, au terme des résultats, si vous voyez comment l'ensemble quand même d'une classe série C et faire pratiquement un échec à 100%, c'est là dénote que vraiment on n'était pas à la hauteur pour pouvoir prendre part à l'examen à son temps. Mais vous faites une série C, est-ce que c'était le signe que vous aviez plus d'aptitude forcément dans les séries mathématiques et scientifiques plutôt que dans les séries littéraires? Exact, c'est vrai, au niveau de la 6e en 3e, j'étais vraiment très bon dans toutes les matières, mais j'excellais plus dans les matières scientifiques. Au lycée Diaba Lompo, nous avons été orientés en seconde D, comme on l'appelait, et après, en fin d'année, au regard des notes, j'ai vu quand même que j'avais plus de chance en faisant une série C parce que les matières scientifiques, quand même, j'arrivais à m'en sortir. Donc j'ai fait le choix pour la série C. En tout cas, après la terminale et l'obtention de votre baccalauréat série C, après toutes ces péripéties, on vous retrouve à l'Institut de mathématiques et de physique, MP, à l'Université de Ouagadougou de 87 à 89. On peut dire que c'est une suite logique. Là également, c'était un choix assumé. Parce que vous savez qu'au niveau à son temps, tous ceux qui avaient le bac série C étaient automatiquement orientés en MP ou en PC. Et maintenant, au-delà, ceux qui avaient l'âge pour bénéficier de la bourse étaient automatiquement orientés en MP ou en PC. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été orienté en MP au regard de mes notes à l'examen. Mais c'est une filière qui est réputée particulièrement difficile. MP, maths, physique. Beaucoup s'y sont cassés les dents. Est-ce que c'était votre cas, monsieur le ministre? Oui, parce que vous savez que à son temps, le MP ou le PC, à son temps, on était
assez nombreux en première année, mais quand vous prenez les résultats en fin d'année, on se rend compte que vraiment c'est une filière qui était vraiment, je dirais pas compliquée mais dure. Il faut t'adapter pour pouvoir y arriver. Et en effet, nous avons passé pratiquement 2 ans, parce qu'à la première année à l'université, nous n'avons pas pu passer en deuxième année. Donc il fallait reprendre encore la première année pour pouvoir espérer partir maintenant en deuxième année. Donc c'est pour dire que ça n'a pas été, notre première année en MP n'a pas été aussi simple. Ce qu'on a remarqué d'ailleurs dans cette filière, c'est qu'elle est un peu considérée comme un épouvantail, parce qu'après le bac, beaucoup redoutent cette filière, ce qui fait que peut-être à l'arrivée, on avait très peu justement de scientifiques, particulièrement côté femmes. Cela se remarque jusqu'aujourd'hui. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est à l'université que c'est trop dur, ou est-ce que ce sont les élèves ou les étudiants qui ne sont pas à la hauteur? Non, je ne pense pas que ça soit, parce que les mathématiques quand même c'est une science exacte. Donc soit on est bon, on peut faire un raisonnement scientifique, ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de l'à peu près. Donc quand tu y vas, il faut pouvoir t'adapter et pouvoir être à la hauteur, bien sûr pour exercer, pour bien en tout cas apprendre les mathématiques ou la physique. Donc pour moi aujourd'hui, c'est vrai, à son temps on a eu également aussi des professeurs où quand après un devoir, tu étais fier de dire que la base de 0 à 1, c'est pratiquement plus de la moitié. On affichait pratiquement les notes au tableau. Donc quand on commence à monter à 5, 10, bon, ça commence à se rétrécir. Mais parce qu'on a l'impression que certains professeurs prennent plaisir justement à distribuer des zéros. Plus on distribue des zéros et plus on est considéré comme un professeur rigoureux. Est-ce que ça, ce n'est pas quand même une erreur? C'est possible, parce que c'est ce qu'en tout cas, nous, à notre temps, il y a certains professeurs qui considéraient qu'en réalité, distribuer les zéros, en tout cas, ils avaient le plaisir de le faire. Mais je crois qu'il va falloir encourager tous ceux qui prennent, en tout cas, la résolution de s'engager, bien sûr, au niveau des mathématiques comme que la physique, l'ensemble des filières scientifiques, pour pouvoir avoir plus de candidats. Voilà, un candidat peut être moyen à l'arrivée, mais lorsqu'il a un accompagnement, il y a un soutien, il peut devenir excellent par la suite. Donc pour moi aujourd'hui, au-delà même des connaissances, il va falloir aussi encadrer et surtout les mettre dans des conditions, parce que vous savez, pour ces filières, je ne dirais pas que les autres filières ne sont pas aussi difficiles, mais quand même il y a un aspect de recherche et surtout de raisonnement logique. Donc par conséquent, il faut que vous soyez dans des conditions optimales pour pouvoir y arriver. En 1991, vous entrez à l'école nationale d'administration, à l'école nationale de régie financière plutôt, l'ENAREF, pour une formation donc de contrôleur des impôts. À cette époque-là, en 91, quel était le raisonnement, monsieur le ministre? Est-ce qu'il fallait trouver absolument quelque chose, ou est-ce que véritablement c'était un choix assumé ou bien une vocation? C'est vrai, pour mon choix en ce qui concerne l'ENAREF, j'ai été conseillé par mon grand frère qui était déjà à la BIB. Également, il m'avait demandé également de pouvoir continuer pour aller à l'ECHER à son temps. Mais finalement, après, bien sûr, l'analyse, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas tenter les deux? Et si ça marche, on y va. Si ça ne marche pas, on continue. Et effectivement, vous savez, à son temps, pour pouvoir rentrer à l'ENAREF, il fallait être très bon en maths, parce que c'était la matière de base pour aller à l'ENAREF. Si vous prenez notre promotion, on est tous issus quand même de filières scientifiques. Donc, la chance m'a souri, je me suis dit pourquoi pas. J'ai essayé et je pense qu'aujourd'hui je ne regrette pas d'avoir choisi. Peut-être parce qu'on gagnait bien sa vie également aux impôts. On ignorait, quand moi j'allais à l'ENAREF, j'ignorais tout de l'impôt, je ne savais pas ce qu'on gagnait dedans, mais c'est lorsque je suis arrivé que, bon, on a senti qu'on était plus en contact, qu'on avait plus d'avantages que d'autres, mais au départ, on ignorait totalement pour nous, c'était un emploi de financier et un mathématicien pourrait mieux réussir, et bon, on s'est engagé. Avec le fonds commun? En ce moment, le fonds commun, quand nous on est arrivé, on ne parlait pas de fonds commun sous cette forme, parce que vous savez, il y avait les domaines de l'autre côté, vous avez des impôts, c'était juste sur les pénalités, et par conséquent, c'était pas des montants assez élevés, parce que on n'avait pas la totalité des pénalités, parce qu'il y avait une péréquation pour tirer revenir aux agents.
On a vu donc l'évolution de ce fonds commun jusqu'à se créer donc des gorges chaudes. Ces dernières années, on a vu toutes les crispations, tous les mouvements qu'il y a eu, mais il y a également un peu l'opinion qui entre-temps s'était offusquée en tout cas des montants qui étaient servis aux agents donc des impôts au titre donc de ce fonds commun. Est-ce que vous avez compris à cette époque-là toute cette indignation de la population liée donc à ces sommes? Bon, est-ce que le subsidiaire a dépassé non, finalement parce que quand même il faut se situer dans l'historique quand même du fonds commun. Au départ, le fonds commun était assis sur des pénalités. Et lorsque nous avons évolué dans cette dynamique, l'objectif, c'était que le contribuable puisse être à jour avec la sensibilisation. Donc, ça veut dire que ces pénalités étaient pratiquement devenues dérisoires et ne pouvaient plus supporter non seulement ce qui revenait aux agents, mais également, puisqu'il y avait le fonds d'équipement également de la DGI en termes d'investissement propre. Donc, la réflexion qui a été menée à son temps, c'est qu'il fallait maintenant aller dans le sens de pouvoir trouver un mécanisme pour pouvoir, bien sûr, rester toujours dans la même dynamique, mais bien sûr proportionnellement à la question. C'est ainsi que, puisqu'au départ, le fonds commun était uniquement réservé aux agents des impôts, ça a évolué pour le trésor, ça a évolué pour les financiers, et comme la base qu'on avait aux impôts, il n'y avait pas cette base au trésor ni aux finances, donc il fallait trouver une base qui pourrait permettre à l'ensemble des financiers de pouvoir bénéficier du fonds commun, d'où son indexation sur les recettes de recouvrement, bien sûr, et de l'autre côté sur la trésorerie nette. Donc aujourd'hui, c'est vrai, puisque nous sommes dans un processus d'évolution des recettes, cela va sans dire que plus les recettes augmentent, plus également ce fonds commun augmente. Mais aujourd'hui, le débat qui a été posé, c'est que l'État ne pouvait plus supporter cette masse et par conséquent, il fallait soit trouver un mécanisme de plafonnement, quelles que soient les recettes du budget de l'État, il y avait un montant plafonnant à ne pas dépasser, on pourrait se référer. Mais je pense que dans les discussions qui sont intervenues entre les acteurs, un consensus a été trouvé aujourd'hui. Monsieur le ministre, 2007-2009, vous êtes de retour à l'ENAREF pour le cycle supérieur, celui bien sûr des inspecteurs des impôts, toujours option fiscalité. Parlons justement des impôts au Burkina Faso. On parle depuis longtemps d'élargissement de la base de l'assiette fiscale, mais les lignes ont du mal à bouger. C'est en tout cas l'impression qu'on a aujourd'hui, parce que beaucoup s'offusquent que un certain nombre de contribuables aujourd'hui restent toujours en marge, notamment dans le secteur informel, où l'on estime que certains gagnent mieux leur vie, font plus de chiffres d'affaires que dans le secteur formel. À ce niveau, quelle peut être la formule? Quel est le problème? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, alors les discours ne sont pas accompagnés d'actions efficaces? Vous voyez, la question du secteur informel est une question fondamentale en matière de fraude fiscale, en matière également de non-recouvrement des ressources pour le budget de l'État. Et ce n'est pas propre seulement au Burkina Faso. Là, quand vous prenez l'ensemble des pays de l'UEMOA, c'est la même problématique. Et au niveau de l'UEMOA, il y a une commission qui a été mise en place pour voir comment organiser, structurer le secteur informel afin de pouvoir prendre l'impôt. Vous savez, aujourd'hui, pour pouvoir saisir l'impôt, il y a tout un processus, alors que le secteur informel n'est pas structuré. Aujourd'hui, quelqu'un se lève, il ouvre, tu ne sais pas la provenance de ses marchandises parce qu'il est assis devant un petit magasin, mais le grand magasin est de l'autre côté. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut arriver à structurer le secteur informel pour mieux saisir l'impôt. Tant que cela n'est pas fait, il sera très difficile de pouvoir saisir l'impôt au niveau du secteur informel. Mais je crois également qu'avec l'informatisation, le suivi de toutes les activités de l'ensemble de ceux d'abord qui sont au formel, parce que quand on regarde, ils sont au formel mais ils sont à l'informel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a en même temps grossissent et détaillants. Donc je crois que c'est là où le service des impôts doit travailler pour voir quel est le mécanisme, quelle est la chaîne à laquelle on doit pouvoir, je dirais, saisir l'impôt aussi bien pour ceux qui sont au secteur formel et que ceux qui sont également au secteur informel ne bénéficient pas d'un impôt forfait. Donc il faut également que si vous êtes à l'informel, vous devez respecter un certain nombre de règles. Par conséquent, avoir même une comptabilité, pourquoi pas, au lieu de continuer à les Est-ce que le problème, c'est pas parce que l'impôt fait peur? On a l'impression que quand on voit un agent de recouvrement qui passe, tout le monde a les poils hérissés. Je parle dans le secteur informel, dans les marchés hier, parce que jusqu'à présent, le rapport à l'impôt est un rapport conflictuel, disons. On a l'impression que c'est l'impôt qui fait peur aujourd'hui. Est-ce que les gens ne sont pas trop imposés, disons?
Non, vous avez dit que nous avons, comme on appelle en termes d'élargissement de l'assiette fiscale, le taux de pression, on n'a pas encore atteint 17% jusqu'à aujourd'hui au Burkina. Mais ceux qui payent trop. Ben justement, ça veut dire que l'élargissement de l'assiette, et pour atteindre 17%, il ne s'agit pas d'imposer plus ce qu'on a quand même qui paye, mais d'élargir les textes que tout le monde paye. À ce niveau, je voudrais dire que l'impôt fait peur parce que quand on prend l'historique de l'impôt, c'est pour la couverture des charges de l'État. Ça veut dire que l'impôt est d'abord, je dirais, un prélèvement obligatoire. Obligatoire, ça il faut le dire, parce que tu ne payes pas parce que tu veux. Voilà. Et son objectif, c'est de pouvoir couvrir les charges de l'État, mais on doit faire ce prélèvement selon la faculté contributive de tout un chacun. Ça veut dire que si tu payes moins, si tu as un petit revenu, tu payes moins. Celui qui a un revenu paye plus. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, et c'est vrai, parce que l'impôt, il n'y a pas de contrepartie en fait. Il n'y a pas de contrepartie directe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si moi je dois payer pour prendre ma carte grise, quand je paye, je sais que j'ai ma carte grise, c'est pour ça que je paye, c'est une taxe. Mais l'impôt, tu payes, tu te demandes, mais j'ai payé, en retour je gagne quoi? Mais ce qu'on oublie, c'est pour l'ensemble des charges de l'État. Donc c'est pour ça, dans la perception de l'impôt, les gens pensent que c'est de l'argent qu'on paye gratuitement à l'État. Mais justement, on a l'impression qu'il y a un manque de courage politique à ce niveau, parce qu'aujourd'hui, oui, au lieu de travailler à élargir véritablement l'assiette, comme on le dit, on a l'impression que c'est le choix de la facilité. Les travailleurs, par exemple, aujourd'hui, dénoncent un acharnement. Parce que bon, les travailleurs, c'est facile, ils sont connus, ils sont traçables. Et bien, dès que ça ne va pas, c'est dans leur poche qu'on va chercher encore de l'argent. Bon, ça c'est l'analyse, voilà, ce qu'on a aujourd'hui. Parce que bon, on pense que le salarié, bon, il est là, on sait combien il gagne, où il gagne, on peut faire une retenue à la source. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'élargissement de l'assiette fiscale, de toute façon, chaque année, le service des impôts fait un recensement fiscal qui permet de découvrir des niches des recettes non imposées et on va vers l'imposition de ces ressources. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas, de toute façon je suis fonctionnaire, donc ça veut dire que je suis également soumis également à toutes les modifications du code de l'impôt concernant bien sûr les taxes telles que l'UITS. Mais je dirais que ce qui n'était pas, ça veut dire quand on dit on découvre, ça veut dire que d'autres niches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salarié, si tu veux, le fonctionnaire, il était imposé, mais il y avait une partie également de ses émoluments, ou bien en tout cas de ses revenus qui n'étaient pas imposés. Aujourd'hui, la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est que ce qui n'était pas imposé hier, on a pensé qu'on peut l'imposer maintenant. Donc ça veut dire que ce n'est pas un acharnement. Peut-être c'est... Mais c'est comme ça que les travailleurs le vivent. Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, l'UITS, par exemple, on entend donc, en tout cas, ce que le gouvernement a décidé pour 2020, c'est de prélever également des taxes sur les indemnités et les primes des travailleurs du public, ce que les syndicats ont considéré comme une provocation. Vous savez, l'impôt, même si c'est pour payer, en tout cas perdre 5 francs, mais nous sommes tous fonctionnaires, même si ce n'est pas pour l'impôt, mais pour autre chose, le citoyen au regard de sa situation n'est pas prêt à considérer facilement ce qu'il avait comme acquis. Et c'est vrai, les fonctionnaires avaient comme, en termes d'acquis, que les indemnités, comme on appelle là, pour les fonctionnaires du public, bien sûr, avec des seuils donnés, n'étaient pas imposés, ainsi que également les primes. Mais aujourd'hui, peut-être au moment, l'esprit de l'impôt, à son temps, au moment où on prenait ces dispositions, c'est qu'on avait constaté qu'effectivement, les gens, quelle que soit ta catégorie, les gens n'avaient pas atteint peut-être ce niveau. Mais aujourd'hui, la question est qu'après analyse, on se rend compte que peut-être les choses ont beaucoup évolué et que par conséquent, on trouve que peut-être on pourrait saisir une partie de ces choses. Mais est-ce que vous comprenez parce que les syndicats estiment que c'est une provocation parce que justement, le président a appelé de tous ses vœux donc à une trêve sociale et c'est précisément en ce moment qu'on fait ressortir voilà, cette réforme qui bien sûr, manifestement, dès le départ, on pouvait s'imaginer que ça ne pouvait que créer des remous au moment où on demande une trêve sociale. Est-ce qu'il était opportun de sortir cette réforme-là? C'est vrai, on peut analyser en termes d'opportunité pour l'application dans la mesure où de toute façon cette disposition existait déjà dans la loi des finances exercice 2017 puisqu'on avait déjà amorcé l'imposition des primes ainsi que les indemnités, mais ce n'était pas en vigueur. Mais aujourd'hui,
est-ce que l'opportunité pour y arriver, je pense que vous savez que les recettes, c'est pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Lorsque vous avez à mettre en œuvre une certaine politique, c'est bien sûr, il faut faire le lien avec les ressources propres pour vous permettre bien sûr de mettre en œuvre cette politique. Aujourd'hui, je crois que dans cet appel à la trêve sociale, le gouvernement, le chef de l'État n'est pas, ça ne va pas à l'encontre de cette trêve, mais j'ai dit aujourd'hui, dans la mesure où il y a un cadre de négociation et de discussion, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, après analyse de la situation, après analyse de la situation telle que les questions sécuritaires, telles que les assez quand même d'importantes revendications qui ont amené. Donc quand on met tout ensemble, il faut pouvoir y faire face en termes de couverture et bien sûr de prise en charge directe. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est dans le même cadre de négociation et de discussion. Et lorsqu'on fera, bien sûr, avec les arguments des uns et des autres, comme le gouvernement reste toujours, bien sûr, dans le centre de discussion, on peut toujours saisir toujours ce cadre de dialogue-là pour analyser encore davantage. Et je pense qu'une solution peut être trouvée. Ça veut dire qu'il n'est pas exclu que le gouvernement recule? Non, je dis que dans le cas, puisque c'est un consensus dans les discussions, et on peut toujours trouver une formule entre l'État et les travailleurs. Ce que les partenaires sociaux dénoncent également, c'est qu'on a l'impression que les gros salaires échappent, en tout cas ceux qui ont les gros avantages. En tout cas, du côté des syndicats, ce qu'on dénonce, par exemple, un ministre, au-delà de ses émoluments, a beaucoup d'avantages. Lesquels? En nature, vous avez un logement, vous avez peut-être un certain nombre d'avantages qui ne sont pas forcément des avantages en termes de salaire ou de finances, mais qui échappent également, qu'on peut considérer comme des primes, qu'on peut considérer comme, en tout cas, des prélèvements dans la caisse commune pour vous permettre de bien vivre. Les syndicats estiment que voilà, ces deux pas. Au lieu qu'on aille chercher l'argent sur ceux qui ont le plus gros revenu, c'est plutôt toujours vers le citoyen, vers le fonctionnaire ordinaire qu'on se retourne. Peut-être vous venez de m'apprendre que les membres du gouvernement ont autre chose que les salaires. Moi, je suis membre du gouvernement, je n'en connais pas. Et ça, nous sommes sur le tableau ici. Et c'est pour dire, moi, en tant que ministre, les avantages en nature, en logement, c'est dit par le coût des impôts, que lorsque vous bénéficiez d'une maison de l'État, vous ne payez pas, ça échappe à l'impôt. Ce n'est pas parce que c'est un ministre qui est dans cette maison qu'on doit l'appliquer au ministre. Tout ce que l'État loue, que ce soit l'enseignant, ça ne rentre pas dans le calcul de l'impôt. Je crois que des fois, il faut ramener les choses à la proportion. Moi, à mon niveau, le débat que je vois, et que quand même je trouve que les partenaires peuvent en tout cas utiliser ça pour défendre, c'est peut-être essayer de voir aujourd'hui, au regard de, je vais dire, de ce que gagnent aujourd'hui les fonctionnaires en relation avec la nouvelle réglementation des UTS, quel peut être le poids. Sinon, je ne pense pas qu'il y a des gros salaires qui ne sont pas, à moins que ces salaires, ces gros salaires, comme on le dit, échappent à l'impôt. En ce moment, il ne revient pas à l'État d'imposer. Il y a une direction générale des impôts, il y a des gens qui y travaillent, c'est à eux, bien sûr, de saisir ces salaires qui ne sont pas imposés. Même aujourd'hui, vous avez le syndicat des financiers. Aujourd'hui, un salaire, on ne peut pas le cacher. Vous savez, on ne peut pas cacher un salaire ni les avantages. Donc je me dis qu'aujourd'hui... Les magistrats, par exemple, dénoncent le salaire d'un ministre dont ils n'ont pas révélé le nom. Ils estiment que... Mais je pense que les magistrats, c'est le même test depuis qui n'a pas évolué. C'est ça qui fixe les salaires des ministres. S'il y avait un nouveau décret qui fixait les salaires des ministres, j'allais dire un nouveau décret. Moi, j'ai été recruté... J'ai été mis à la disposition aujourd'hui, je bénéficie bien sûr des salaires conformément à ces décrets. Monsieur le ministre, vous êtes inspecteur des impôts, mais vous êtes également un homme politique, vice-président aujourd'hui de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste. D'abord, pourquoi déjà ce saut dans l'arène politique? Qu'est-ce qui vous a amené dans l'arène politique et pourquoi le sankarisme et pas autre chose? Merci, vous savez que la révolution a eu un impact sur la jeunesse. Quand vous voyez de 83 l'assassinat du président Thomas Sankara en 87, nous quand même on était dans une position quand même médiane, où nous avons quand même pu adhérer au mouvement de la révolution. On avait espoir que celui qui était venu pour sauver le Burkina Faso était enfin arrivé. Et nous nous sommes engagés, bien que nous soyons très jeunes, quand même à accompagner la révolution. Malheureusement, notre espoir, le 15 octobre 1987, a pris bien sûr les tournures que vous connaissez. Et alors, nous nous sommes dit,
il y avait quelque chose qui avait été commencé par le président Thomas Sankara, il n'a pas pu l'achever. Pourquoi ne pas travailler, bien sûr, à pouvoir y aller dans ce sens et à garder les mêmes valeurs? C'est ainsi, bien sûr, que nous avons commencé à évoluer dans les associations sankaristes avant d'aller vers les partis politiques sankaristes. Aujourd'hui, monsieur le ministre, on a l'impression qu'il y a quand même une petite désaffection, disons, de l'électorat vis-à-vis de ceux qui portent l'idéal sankariste. La preuve, c'est qu'après l'insurrection, on s'attendait à ce que, en tout cas, les partis sankaristes réalisent une grande percée, notamment votre parti. Parce que quand on regarde la plupart des jeunes qui étaient dans la rue, ils portaient des t-shirts avec donc bien sûr l'image du père de la révolution burkinabé. Mais à l'heure du vote, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose, parce que les gens adhèrent à l'idéal sankariste, mais ils n'adhèrent pas au parti sankariste. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui véritablement un problème à ce niveau? C'est vrai, ça c'est l'analyse, si on peut aller, je dirais, mathématique, si 1 plus 1 doit donner 2. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cela voudrait dire que si la population, en tout cas, crie au effort Sankara, à l'arrivée, on doit avoir un parti sankariste. Ça, c'est la logique. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit, malgré qu'à la date d'aujourd'hui, les mêmes continuent à se réclamer de l'idéal. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une analyse qu'il va falloir faire, parce que tout simplement, et pour l'instant, s'il y avait eu un sankariste plein à qui le peuple avait donné le pouvoir pour expérimenter, comme on le dit, aujourd'hui, les débats à savoir que les sankaristes, même nos leaders ne pourront pas ou bien ne peuvent pas diriger, vous n'allez pas être là. Moi je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas vouloir quelque chose son contraire. Aujourd'hui, normalement, l'engagement politique, l'idéal que je défends devait m'amener à aller dans le sens de mon vote. Mais la question que l'on se pose aujourd'hui, comment on vote au Burkina Faso, c'est la question de fond. Voilà, donc sinon... On pourrait poser la question autrement. Est-ce que ce ne sont pas les hommes qui animent le sankarisme? Je dis sinon, et les responsabilités, bien sûr, sont, comme je l'ai dit, aussi partagées par les électeurs, mais également partagées par les responsables. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop, je dirais, trop de courants, trop de divisions, ce qui fait qu'aujourd'hui, les partis sankaristes, jusqu'à la date d'aujourd'hui, ne sont pas arrivés à se fédérer, même s'ils sont dans des partis différents, aller autour d'un homme qu'ils auront choisi en fonction de ses qualités pour représenter le mouvement sankariste. Je pense que ça aussi, les sankaristes doivent inscrire ça pour faire bien sûr le bilan de leur parcours, malgré l'enthousiasme des populations, même au-delà du Burkina Faso, et pour que nous puissions enfin bien sûr pouvoir y arriver à la gouvernance. Est-ce que justement cette union introuvable ne favorise pas en tout cas ces considérations, ou beaucoup de gens qui estiment qu'en réalité ceux qui sont là ne sont là surtout pour des intérêts personnels, parce que si c'était pour un idéal, ils auraient quand même dû s'entendre autour de ce qui les réunit, à savoir donc cet idéal sankariste. Vous savez, l'unité, on peut ne pas avoir une unité, mais aller vers une plateforme de coalition de partis. En ce moment-là, chacun, quand même, on peut s'entendre sur l'essentiel. Aujourd'hui, tous ceux qui se disent parti sankariste, il y a quelque chose qui lie l'ensemble de ces partis, l'idéal. Okay? Donc, si on a ce consensus, normalement, on devait pouvoir s'asseoir, bien sûr, pour aller vers un candidat. Quitte à ce que, et quand même, on essaie de voir quels peuvent être les résultats si toutefois on y arrive. Mais je crois qu'aujourd'hui, tôt ou tard, et moi j'ai espoir que, même si les anciens qui au départ se connaissent n'ont pas pu parvenir à cette unité, mais il y a des candidats au gouvernement sankariste qui arrivent à émerger, et par conséquent un jour ce consensus arrivera pour le bonheur des sankaristes. Ce qu'on a remarqué, c'est que ces bisbilles et ces problèmes existent entre bien sûr les partis sankaristes, mais bien souvent à l'intérieur même des partis. C'est le cas par exemple chez vous à l'UNIPS, on a vu plusieurs personnalités de premier plan qui sont partis. Les Alexandre Sankara, pour ne citer que quelques-uns, Ouahir Justin Sommet, Yamba Malik Sawadwo. La liste est longue, on ne va pas revenir sur tout ça. Et le point commun, c'est qu'ils dénoncent tous des problèmes de gestion au niveau de votre parti. Bon, je pense que ces questions, moi je serais mal à l'aise de répondre parce que c'est eux qui trouvent en tout cas les préoccupations. Parce que quand quelqu'un milite dans un parti politique, à un certain moment décide de partir librement, il a quand même les raisons
tu l'emmènes en tout cas à quitter le parti pour aller en tout cas ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, si toutes les questions qui se posent doivent, je dirais, entraîner immédiatement, je dirais, le départ, et peut-être il va falloir aussi à un certain moment, aussi bien à l'UNI que dans d'autres partis politiques, qui peut avoir des questions de fond qui peuvent se poser, mais il faut avoir le courage de s'asseoir et de les discuter, et non forcément de départ. Mais est-ce que vous, parce que vous êtes le vice-président du parti, est-ce qu'à un certain moment vous vous dites, quand une, deux, trois grandes personnalités du parti s'en vont et que tous dénoncent la gestion, est-ce que vous vous remettez un temps soit peu en cause en termes de gestion? Mais en termes de gestion, je pense que le débat qui a été mené, ça dépend de quel terme, quand on dit des problèmes de gestion sous quelle forme. C'est comme je l'ai dit, et ceux qui quand même avancent ces raisons pourraient mieux expliquer les raisons en termes de quand même plus approfondi sur ce qu'on entend par la gestion du parti. En fait, c'est une gestion personnelle, disons, et puis une gestion, un manque de démocratie interne, souvent c'est ce qui revient. Vous savez, dans les partis politiques, c'est la question la plus essentielle. Hein. On dit, bon, voilà, peut-être on ne sait pas où rentrent peut-être les ressources, on ne sait pas comment gérer un tel. Mais quand on prend, on sait que les partis de l'opposition, moi j'ai été toujours, je suis le vice-président, mais je sais qu'en réalité, c'est les personnes physiques, même qui s'essayent pour faire vivre le parti. Il n'y a pas de ressources extraordinaires. Et surtout, nous, en notre temps, on n'a pas de relation en dehors du Burkina, on n'a pas d'appui à l'interne, à part quelques bonnes volontés et la subvention de l'État. Et la subvention de l'État est connue. Je crois qu'à ce niveau, bon, chacun peut mieux apprécier son évolution et dire à un certain moment, bon, je ne me sens plus dans peut-être le schéma organisationnel d'un tel parti, je décide de pouvoir aller dans une autre organisation, je peux avoir plus de chance. Et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de débat parce que c'est le fonctionnement normal, c'est la dynamique. Parce que ce sont des enjeux au niveau des partis politiques, de positionnement, je veux dire, de visibilité au niveau de chaque formation politique. Donc, parfois, moi, je me dis que c'est l'ordre normal des choses. Aujourd'hui, vous êtes dans un mariage, en tout cas avec le parti au pouvoir, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Vous êtes de la mouvance. Après avoir dirigé, bien sûr, l'opposition, je parle de Maître Sankara en l'occurrence, qui était chef de file. C'est un mariage de raison ou de cœur. Ça, c'est une question qui revient chaque fois. De raison ou de cœur, je pense que pour avoir la raison, il faut avoir le cœur. Donc, nous pensons que c'est un mariage parfait. Alors, nous sommes en 2020, les élections, c'est pour demain. Est-ce que c'est un mariage qui se poursuit? Est-ce que les élections à venir, l'UNIPS va soutenir la candidature du président Kaboré? Le mariage se poursuit puisque nous sommes toujours dans la gouvernance. Maintenant, comment aborder les élections de 2020? Mais comme nous sommes dans une alliance, nous avons des discussions à l'interne avec notre allié principal, le MPP, pour que nous puissions vraiment déterminer, c'est-à-dire la stratégie avec laquelle nous allons aborder les élections de 2020. Et je dirais que l'UNI, on va à un congrès en fin mars, c'est pour également, bien sûr, se prononcer sur un certain nombre de questions liées aux élections de 2020. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'une partie de votre base ne vous suive pas sur cette, en tout cas dans cette orientation politique que vous avez prise? Parce que nous sommes allés au MPP, dans l'alliance avec le MPP. Oui, c'est ça. Vous savez que cette question pour nous, en toute responsabilité, validée par le Bureau politique national, et nous sommes allés, nous avons quand même eu l'aval de l'instance suprême du parti. Pour nous aujourd'hui, vous conviendrez avec moi qu'également, lorsque vous allez à une élection, ce n'est pas évident que vous ayez les mêmes électeurs pour y aller à l'élection suivante. Mais en même temps, vous perdez des électeurs, mais il y a d'autres également qui viennent. Donc pour moi, je ne dirais pas, je ne ferai pas, parce que je ne peux pas évaluer ceux qui vont partir et ceux qui vont adhérer, mais je me dis que dans chacun des cas, ce qui est sûr, il y aura des départs et il y aura des arrivées. Donc, par conséquent, parce que certains avaient toujours vu en Maître Benewende vraiment une figure de l'opposition. Aujourd'hui, beaucoup peut-être y verront également un renoncement. Non, je ne sais pas. Ça veut dire que dans le raisonnement des uns et des autres, le président Maître Sankara devait être toujours à l'opposition. À la date d'aujourd'hui, il serait avec les chefs de file de l'opposition de l'autre côté, c'est ça? C'est ça. Mais je pense que le sage, c'est une analyse à mon niveau
pour avoir même pour aller aux élections, c'est-à-dire avoir le pouvoir, mais on peut aussi être à la gouvernance et partir à l'opposition. Si nous sommes à la gouvernance aujourd'hui, si à un certain moment on ne se sentait pas mieux à la gouvernance, on sortait. Donc c'est pour dire qu'en réalité, on n'est pas né pour être opposition pour opposition. L'opposition, c'est une analyse. Et pour aller à l'alliance également, c'est une analyse. On fait le pour et le contre, et je pense que c'est sur la base de ça que l'Union a choisi. Mais on a choisi aussi en toute responsabilité en disant que c'est pas ce qu'on est. On est, bien sûr, l'opinion à 100%. Il y aura toujours ceux qui pensent qu'on pouvait rester toujours à l'opposition et ceux qui pensent que nous avons fait le bon choix pour la stabilité du pays. Aujourd'hui, on est dans le processus, en tout cas le train en marche pour les élections en 2020. Opération d'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur qui a été lancée en Côte d'Ivoire officiellement, notamment donc auprès des Burkinabés vivant dans ce pays. Aujourd'hui, l'opposition dénonce déjà des dysfonctionnements. On a vu donc le CFOP organiser une conférence de presse pour attirer l'attention sur le fait que l'opération, en tout cas, présenterait un certain nombre d'écueils et qu'à ce rythme, beaucoup de Burkinabés désireux de voter à l'extérieur ne pourront pas le faire parce qu'ils ont des documents peut-être qui ne sont plus valides. Ou alors le délai qui est donné donc pour cet enrôlement est court, et comme ça se passe, comme le code l'avait indiqué donc dans juste les ambassades et les consulats, tout cela est de nature à réduire le nombre de Burkinabés donc pouvant s'inscrire pour ce vote-là. Merci, je crois que l'histoire retiendra que le droit de vote des Burkinabés de l'extérieur, l'histoire retiendra que c'est grâce à la bonne volonté, à l'engagement du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Parce que ça, il faut l'affirmer. Parce que ça fait longtemps, des années, depuis que le Burkina Faso est rentré dans le processus de démocratie, ils ont réclamé ce droit de vote. Aujourd'hui, c'est effectif. Donc, d'abord, il faut le saluer. Deuxièmement, je crois qu'il ne faudrait pas que les gens se mettent à l'idée en disant que, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a 5 millions, on aura des 5 millions d'inscrits pour les élections. Mais nous avons des cas similaires autour de nous. Les Maliens de l'extérieur votent. Mais quand vous prenez le nombre de Maliens vivant en Côte d'Ivoire et le nombre d'inscrits, ils n'ont jamais atteint 5 000. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas rester au Burkina Faso sans mettre un mécanisme qui rassure de savoir que réellement ceux qui vont aller pour s'inscrire sont les vrais Burkinabés et c'est eux qui doivent voter. Ça, c'est un des garde-fous et je pense que le cadre de concertation aussi bien des partis de l'opposition que de la majorité, c'est un cadre qui est défini pour discuter de toutes ces questions. Vous ne pouvez pas aussi aller dans un pays et ouvrir des bureaux de vote partout. Vous n'êtes pas chez vous. Il faut que les gens reviennent à un raisonnement proportionnel, je veux dire mesuré, pour que nous puissions vraiment avoir l'accompagnement, bien sûr, des pays d'accueil pour nous accompagner dans la mise en œuvre des élections. Sinon, c'est que l'opposition, nous l'avons tous écouté, mais s'il y a des preuves, entre ce qui est dit et ce qui se fait sur le terrain, c'est le contraire. L'opposition dit qu'elle a des preuves. Elle a des preuves, de toute façon, il y a des instances. Qu'il y a eu des... Non, il y a des instances où l'opposition pourra brandir ses preuves pour pouvoir, bien sûr, mieux s'expliquer et avoir au moins ce gain de cause. Donc, c'est-à-dire que notre ambassadeur a fait notre communiqué pour dire que tout ce qui est dit n'est pas vrai. Donc, je me dis que si l'opposition a des preuves, il y aura un temps où quand même l'opposition présentera ses preuves et en ce moment, l'opinion pourra apprécier. Monsieur le ministre, il y a également cette question du positionnement des femmes sur les listes électorales. Il y a un certain nombre d'associations aujourd'hui qui, en tout cas, militent pour que véritablement cette question puisse avoir un pouvoir de coercition, disons, dans la loi au niveau de l'Assemblée. Mais les partis politiques ne semblent pas favorables à cette option. Parce que manifestement, la question du bonus ou du malus ne fonctionne pas. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à ce qu'on inscrive dans la loi cette obligation pour les partis de donner donc une place prépondérante aux femmes? Vous savez, au niveau de cette loi, le quota, c'est un consensus des partis de l'opposition et de la majorité. Et bien sûr, dans ces partis, ces partis regorgent également de femmes. Donc ce consensus, d'abord, pour l'ensemble des partis, il faut donner une place à la femme.
Ça, c'est reconnu dans tous les partis. Mais il ne faut pas obliger les partis. Mais on dit ceci, c'est vrai, pour l'instant on a évolué, on a commencé par un quota de 30%. Ça a amené certains partis à pouvoir, mais d'autres n'ont pas pu parce que vous savez, le Burkina a une culture où c'est maintenant que la femme s'engage au fur et à mesure en politique. Donc pour nous aujourd'hui, invalider la liste d'un parti politique parce qu'il n'a pas zébré la totalité de la liste, nous pensons que c'est vrai, c'est une sanction négative. Il faut préciser que zébré, c'est voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les partis politiques, comme nous rentrons dans ce processus et que nous avons évalué, on va, pour la première année, de toute façon, la modification à toute élection, on peut toujours revoir le code. Quand on accepte que ceux qui n'ont pas respecté, bien sûr, l'esprit du texte de la loi, que les sanctions soient des sanctions positives. Voilà la ligne sur laquelle les partis politiques y sont. Mais comme on le dit aussi... Il n'est pas question d'invalider la liste. D'invalider une liste parce que vous n'avez pas... Non, si on fait ça... Mais est-ce que tant qu'on ne fera pas ça, est-ce que vous n'allez pas toujours vous réfugier derrière ce prétexte je crois pas. Que les femmes ne s'engagent pas pour effectivement les laisser à la marche? Non, je ne crois pas parce qu'à un certain moment, il faut donner la valeur aussi de la femme. Il ne faut pas que la femme soit prise sous un angle où c'est comme si on lui donne ce qu'il ne mérite pas. Non. Aujourd'hui, il y a des femmes battantes. Si vous voulez ou vous ne voulez pas, si vous ne la classez pas, vous n'allez pas gagner l'élection. Donc, en même temps, on veut les accompagner. En même temps, il faut amener la femme à mériter davantage. Donc, c'est aux femmes de conquérir leur place. C'est de conquérir aujourd'hui, je le dis et je le répète, que les femmes, il y a des femmes battantes. Il ne faudrait pas aussi qu'on amène les partis politiques. Vous allez vous retrouver avec des gens, peut-être ils vont prendre leur soeur, leur femme. Donc, vraiment, vous allez vous retrouver dans un processus où le niveau de débat, ce qu'on attend aujourd'hui à l'évolution de l'Assemblée nationale, c'est dans un niveau vraiment, je ne dirais pas moyen, mais je dis aussi que nous allons respecter, si la loi est votée pour l'instant, le code n'est pas, la loi n'est pas encore votée, nous pensons que si à l'Assemblée nationale, où toutes les forces sont réunies, font l'amendement, bon, les partis politiques vont apprécier. Mais c'est vous qui donnez les directives. Pour les députés sont indépendants à l'Assemblée nationale. Alors, monsieur le ministre, depuis 2016, vous êtes ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. C'est un secteur aujourd'hui affecté de plein fouet par l'insécurité. Beaucoup estiment que cette crise pourrait sonner le glas des ressources fauniques, notamment à l'est du Burkina, où on a beaucoup de réserves. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? L'inquiétude est fondée, même, je dirais, très fondée. Quand on sait qu'aujourd'hui, face à cette question, on était obligé de refaire un déploiement du personnel forestier au niveau de la région, bien sûr avec des sorties et de contrôle de temps en temps. Vous savez qu'à l'est, comme vous l'avez si bien dit, c'est la zone riche en faune où nous avions une gestion tripartite de ces ressources à travers les concessions de chasse que, bien sûr, concédées au secteur privé. Mais à la date d'aujourd'hui, avec la question sécuritaire, non seulement l'investissement de ces concessionnaires ont été détruits, il n'y a plus personne, bien sûr, au regard des questions. Il n'y a plus de touristes. Donc, par conséquent, c'est vraiment, je dirais, regrettable. Parce que ce n'est pas... Même il y a eu l'opération tout dernièrement, lorsqu'on a tenté de récupérer nos positions, on a senti que toute la zone est minée. Donc, nous travaillons bien sûr en collaboration avec les FDS pour vraiment, au regard de l'évolution positive de la situation à l'Est, comment, bien sûr, occuper ces zones. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des dispositions, parce que les forestiers, forcément, n'étaient pas préparés à faire face à une situation de ce genre. On avait affaire plutôt à des braconniers et les forestiers, quand même, savaient s'y prendre. Est-ce qu'aujourd'hui, on a inclus cette nouvelle donne-là dans, en tout cas, les compétences qu'on donne aujourd'hui aux forestiers pour pouvoir sécuriser les zones? Merci. Je crois qu'aujourd'hui, au regard de la nouvelle situation, pour laquelle les forestiers n'étaient pas préparés, nous avons pu bénéficier de l'accompagnement du gouvernement pour, je dirais, apporter un plus, non seulement dans la formation et dans l'équipement,
pour permettre à nos forestiers également, et bien sûr, d'être en phase avec la nouvelle dimension. Aujourd'hui, les sorties qui se font sur le terrain, c'est des équipes mixtes et désormais, parmi eux, il y a des forestiers. Donc c'est pour dire, nous avons intégré cette donne et la vision du gouvernement, du ministère, c'est de travailler à créer bien sûr une entité spécialisée, prompte à pouvoir agir comme dans tous les autres corps, une entité d'élite pour les corps des forestiers, où ils pourront bénéficier de la même formation avec le même rigueur que les autres FDR pour nous permettre bien sûr de pouvoir accompagner toutes les autres forces et de pouvoir bien sûr jouer notre rôle de sécurisation des ressources naturelles. Monsieur le ministre, s'il y a un sujet qui a fait couler de l'encre en 2019, c'est bien le sujet de la forêt de Kwa. Okay. Voilà un site donc qui avait été retenu pour la construction de l'hôpital de référence à Bobo-Dioulasso par le partenaire chinois. Beaucoup estiment que vous avez eu à l'époque une posture plus politique que écologique, disons, parce que beaucoup y ont vu véritablement un coup porté à l'environnement au Burkina Faso. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, monsieur le ministre, sur cette question? Est-ce que Kwa est définitivement sauvé? Je crois que la question de Kwa, la question fondamentale, là, lorsque une forêt est classée ou déclassée ou protégée, la condition fondamentale avec l'évolution, bien sûr, je dirais démographique, les besoins vont s'exprimer au fur et à mesure. La question qu'on doit se poser, est-ce que si nous devons aller dans ce sens, quelles sont les dispositions à prendre? Aujourd'hui, le gouvernement a pris la résolution de faire un diagnostic environnemental de l'ensemble des sites pouvant abriter bien sûr la forêt de l'hôpital de Bobo-Dioulasso. Et aujourd'hui, l'étude est bouclée et bien sûr, le gouvernement va se prononcer sur le choix du site. Et si, quel que soit le site qui sera bien sûr choisi, il y a cette obligation du respect d'une étude d'impact environnemental pour pouvoir évaluer l'impact de l'investissement sur l'environnement et de pouvoir mettre en œuvre bien sûr l'ensemble des solutions proposées pour y arriver. Donc quoi qu'on attend et que dans les jours à venir, la décision, bien sûr, quoi ou pas quoi, on pourra se prononcer. Mais est-ce que vous comprenez ceux qui vous reprochent à l'époque de n'avoir pas été à l'avant-garde un peu de cette lutte? On a même vu des forestiers, vos agents, qui étaient sur le terrain pour protéger la forêt de Kwa, contre bien sûr des instructions, puisqu'à l'époque, côté gouvernement, on était donc dans la logique en tout cas de la construction de l'hôpital dans cette forêt. Non, je crois que si vous avez suivi l'évolution, le ministre de l'Environnement nous avons rappelé à son temps, et je pense que c'est aussi la responsabilité du gouvernement, de dire que si une forêt classée doit être, je dirais, doit changer de statut pour la réalisation de notre activité, il y a un processus. Et c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit qu'à son temps, que si quoi doit être déclassé, que quand même il y a une procédure, il y a des commissions qui doivent analyser et donner des avis. Et si l'ensemble de ces avis sont favorables, c'est là qu'on peut arriver au déclassage. C'est ce que nous avons dit à son temps. Moi, en tant que ministre de l'Environnement, ce n'est pas au ministre de l'Environnement de dire on ne déclasse pas une forêt. Dans la mesure où les textes prévoient le classement et le déclassement, mais dans des conditions bien précises. Monsieur le ministre, vous êtes aujourd'hui vice-président de l'Assemblée générale des Nations unies pour l'environnement. Vous êtes également vice-président de la conférence ministérielle africaine pour l'environnement. J'aimerais quand même avoir votre avis sur ce jeu de yo-yo de la communauté internationale, parce que de COP en COP, on avance d'un pas, on recule de deux pas. On a vu l'accord de Paris et tous les espoirs qui avaient été suscités. On se souvient que Copenhague avait suscité également les mêmes espoirs. On avait fait miroiter aux pays en voie de développement près de 100 milliards de dollars par an pour les accompagner donc sur les questions d'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, quand on regarde tout cela, parce que l'Espagne a été un échec, il faut le dire également, la COP qui vient de s'achever donc en Espagne, est-ce qu'il n'y a pas de quoi se décourager aujourd'hui? On a plutôt l'impression que les climato-sceptiques sont en train de prendre le dessus.
On a Donald Trump aux États-Unis, on a Jair Bolsonaro au Brésil, on a le Premier ministre australien, malgré les feux gigantesques qui dévastent donc l'Australie. Aujourd'hui, on a l'impression que ce sont plutôt ces climato-sceptiques qui ont le vent en poupe. Je crois qu'il faut relativiser comme on appelle l'accord de Paris, c'est-à-dire les résultats atteints bien sûr jusqu'à nos jours. L'accord de Paris, vous l'avez bien affirmé, c'est l'espoir sur la question du climat. Mais vous savez, un accord qui est signé, il faut un processus pour l'opérationnaliser. Et les autres COP qui sont suivis, c'est de pouvoir élaborer l'ensemble des textes pouvant permettre la mise en œuvre effective de l'accord de Paris. Et comme on le dit dans toute négociation, mais les partis n'ont pas les mêmes intérêts. Donc c'est pour dire que pour moi, l'évolution est logique. Parce que ce que les pays en voie de développement réclament dans l'accord de Paris, c'est pas les mêmes positions que ceux qui sont pollueurs et développés. Mais on est dans l'urgence climatique, monsieur le ministre. La question de l'urgence quand même est là. Oui, mais je dirais que c'est vrai, à la date d'aujourd'hui, après Madrid, il ne reste que pratiquement 2 questions qui sont toujours en instance de discussion pour pouvoir parvenir à l'adoption de l'ensemble des textes. C'est l'article 6 sur l'atténuation en termes bien sûr de taux de prélèvement sur les crédits carbone, le financement carbone, c'est la loi du marché, pour pouvoir financer bien sûr les projets d'adaptation. Vous savez aujourd'hui qui dit finance la loi du marché sur le carbone, c'est du business. Et ceux qui sont bien sûr dans ce jeu ne partagent pas le même taux que demandent les pays en voie de développement. Ensuite, nous avons les pays africains, les pays surtout africains, les préjudices subis. C'est-à-dire aujourd'hui, si nous avons des effets négatifs dus au changement climatique, par exemple sur l'agriculture, les pays pensent qu'on doit avoir un accompagnement, bien sûr, pour pouvoir réparer ces préjudices. Et nous avons également demandé à ce que, au niveau toujours pays en voie de développement, que l'accord de Paris serve également à l'accompagnement du fonds d'adaptation. Voilà les points sur lesquels nous n'avons pas trouvé, bien sûr, un consensus. Est-ce que vous espérez trouver? Je pense qu'on va y arriver parce que lorsqu'on était à Katowice, on était pratiquement arrivé à la conclusion d'un accord. Mais comme vous l'avez dit, certains pays ne facilitent pas bien sûr la mise en œuvre de l'accord de Paris. Mais ce qui est sûr, la question fondamentale aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ceux qui ne croient pas, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas au changement climatique et à ses effets, mais ils se trompent parce qu'aujourd'hui, tout est mesurable. On peut déjà prévoir ce qui sera dans 10 ans, 20 ans, 50 ans. Mais ce n'est pas un effet naturel ou bien que les choses vont arriver là. C'est l'homme qui est la cause. L'homme est la cause, parce qu'aujourd'hui, c'est peut démontré scientifiquement. Monsieur le ministre, on va évoquer quelques questions d'actualité pour finir. Actualité marquée notamment donc par cette rencontre de Pau en France. Le président Macron donc, et les présidents du G5 Sahel qui se sont retrouvés pour cette rencontre de clarification, disons. Aujourd'hui, après Pau, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut dire que les choses sont claires aujourd'hui? C'est ce que le président Macron avait souhaité. Je pense qu'aujourd'hui, quand on lit la déclaration et les différentes interventions, surtout par le président du G5 Sahel, la position des pays du G5 Sahel a été clairement définie. Également, la France a également au regard des propositions, en tout cas, pour qu'il y ait une bonne collaboration, une bonne synergie entre l'ensemble des forces, a également pris des engagements. Le fondamental pour les citoyens, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les citoyens veulent voir réellement des résultats. C'est au résultat qu'on pourra apprécier vraiment, je dirais, la teneur, c'est-à-dire le contenu réel de ce qui a été dit à Pau. Mais ça n'a pas empêché que des manifestations continuent d'avoir lieu, notamment au Niger. C'est justement parce que les résultats ne viennent pas, parce que quand on prend par exemple le Niger, malgré que on est rentré de Pau, mais on voit également les conséquences sur les terrains. Il y a eu l'attaque de Chine à Godère, 89 morts. Donc pour les citoyens, c'est que
vous avez un ami qui est prêt à vous accompagner, il a les moyens pour pouvoir vous accompagner, mais les choses se dégradent. Donc par conséquent, pour le citoyen, on est là pour être là, mais on ne veut pas nous accompagner. Donc pour ça, soit pour le citoyen que l'engagement soit total pour accompagner les États, bien sûr, à faire face à cette situation. Donc pour vous, ce sont les résultats sur le terrain. Les résultats sur le terrain vont déterminer, parce que les gouvernants ne pourront pas maîtriser, je dirais, la population, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les gouvernements qui disent non, mais c'est ceux qui vivent réellement la situation qui disent non, on ne peut pas avoir quelqu'un avec l'ensemble de ses moyens, et malgré ça, on continue vraiment que la situation se dégrade. Monsieur le ministre, on va évoquer la question de l'éco, une monnaie qui, en principe, en 2020, devait se retrouver dans nos poches. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, le processus a un peu du plomb dans l'aile. En tout cas, l'éco, tel qu'annoncé à Abidjan par le président ivoirien et le président français aujourd'hui, on voit une remise en cause, notamment par les pays anglophones, qui estiment que c'est une décision unilatérale pour un processus qui devait plutôt concerner les 15 États de la CEDEAO. Je crois que dans la mise en œuvre de l'éco, peut-être c'est tout un processus. On ne va pas directement à l'éco sans plusieurs étapes. Mais je crois qu'également au niveau de la zone UMOA, où nous avons déjà en commun le franc CFA, c'est-à-dire que déjà vous avez, je dirais, un cadre déjà structuré où l'ensemble des États avec un mécanisme peut s'entendre plus facilement que le cadre global de la CEDEAO. C'est vrai, nous l'avons écouté en tout cas avec Macron et Ouattara à Abidjan. Ensuite, tout dernièrement, on pensait que les choses en tout cas étaient en train de rentrer dans l'ordre. Nous venons d'avoir également un son en tout cas contraire à ce qui a été annoncé à Abidjan, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que l'ensemble des États, surtout les populations, ne veulent plus du franc CFA. Au moins, on peut peut-être faire des sondages, en tout cas on aura plus de 50%. Maintenant, comment y arriver à une autre monnaie et comment ça on va l'appeler, le processus, je pense que c'est à ce niveau-là que l'ensemble des États de la CEDEAO doit pouvoir s'asseoir et mettre en œuvre ce mécanisme pour pouvoir bien sûr aboutir à la nouvelle monnaie. Donc on n'a pas fini d'en parler. Monsieur le ministre, également pour finir la Libye, aujourd'hui beaucoup estiment que c'est le foyer, en tout cas à partir duquel la déflagration s'est donc produite, notamment dans toute la bande sahélo-saharienne. On voit aujourd'hui que les choses ont tendance plutôt à se complexifier parce qu'on a la Turquie qui envoie des militaires sur le terrain. On a vu la Grèce qui s'implique aux côtés donc du maréchal Haftar pour dénoncer l'accord avec la Turquie. La Russie qui est un acteur clé, l'Algérie qui a également son mot à dire. Finalement, on a l'impression qu'on est en train d'entrer dans une nuit sans fin en Libye, monsieur le ministre. Ça, c'est vrai, je crois que la Libye, il faut le regretter. Ceux, en tout cas, qui ont détruit la Libye sont responsables de nos malheurs aussi au Sahel. Ça, il faut l'affirmer. Ils sont venus pour eux peut-être un objectif après ça. Ils sont repartis sans mesurer les conséquences, bien sûr, de cette situation sur les autres États. Aujourd'hui, c'est un jeu d'intérêt. L'intérêt de chacun veut contrôler, bien sûr, parce que c'est un pays où il n'y a plus d'autorité. Ça veut dire que vous avez un morceau, vous exploitez en fonction, bien sûr. Alors que c'est un pays riche. Un pays riche, c'est pour ça que les gens se battent pour les richesses du pays. Donc, par conséquent, chacun veut un morceau. Donc, c'est ce qui explique aujourd'hui que déjà vous avez à l'intérieur plusieurs États dans un même pays qui se battent. Et je crois que c'est regrettable parce qu'aujourd'hui, nous pensons si la situation de la Libye n'est pas réglée, ce n'est pas évident que nous puissions aujourd'hui également avoir le bout du tunnel de la situation que nous vivons au Sahel. L'Union africaine avait dénoncé son absence dans les décisions qui avaient été prises, notamment donc pour faire partir Kadhafi. Elle avait exprimé des opinions contraires. Aujourd'hui, c'est une union qu'on n'entend pas. On a l'impression qu'on attend encore que les choses se dégradent. Bon, pour venir se lamenter. En tout cas, beaucoup regrettent que l'Union africaine aujourd'hui brille par son absence. Vous avez raison parce que vous savez, au niveau à l'international, surtout pour les pays africains, on a l'impression de fois que notre diplomatie, je ne dirais pas, manque soit d'anticipation ou de visibilité, ou quand même un cadre où cette
diplomatie doit pouvoir s'imposer aussi dans des grandes décisions. Mais on a l'impression que l'on suit. Je ne sais pas si c'est parce qu'on se dit toujours il faut toujours attendre l'accompagnement des autres qu'on ne peut pas s'affirmer. Mais il va falloir que les États africains s'affirment parce qu'aujourd'hui, tant que nous allons continuer bien sûr à suivre, nous allons toujours continuer à subir. Donc par conséquent, il faut nous libérer de ce joug et s'affirmer en disant que oui, nous sommes prêts, mais il y a un certain nombre de conditions au-delà desquelles nous ne sommes pas prêts parce qu'on peut se prendre en charge pour un certain nombre de questions. Donc pour nous, c'est cette affirmation que nous attendons de l'Union africaine. Monsieur le ministre, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci encore d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Voilà, mesdames et messieurs, un rappel, l'invité aujourd'hui était donc M. Bathio Bassière, ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Sur la Brèche.